Investigation vous emmène dans les Ardennes françaises. C'est peut-être là que se terrent depuis bientôt 40 ans ceux qui ont semé la terreur en Belgique. On les appelle les tueurs du Brabant. Les images de l'époque sont glaçantes. Dans les années 80, ils étaient au moins 3. Et parmi eux, un tireur fou. 28 personnes, dont 3 enfants, ont été massacrées. La plupart lors de braquages dans des grandes surfaces. C'est l'affaire criminelle la plus sanglante du siècle dernier. Le plus gros cold case du pays a exploré des centaines de pistes. 35 ans de recherche qui ne mènent nulle part. Aujourd'hui, un policier à la retraite est persuadé d'avoir trouvé la bande. Des truands français avec à sa tête 2 frères. C'est vraiment la première piste, ça. La première piste qu'il fallait exploiter et qu'on n'a pas exploitée. Alors, bien souvent dans des enquêtes judiciaires, très souvent, quand une enquête piétine comme ça, eh bien, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut revenir au tout début, voir les premières informations, premiers indices. Et bien souvent, la solution, elle est là, elle est au début. Et c'est le cas ici. L'enquête des tueries du Brabant est-elle un énorme fiasco? Un témoin, une femme, a vu le visage non masqué du tueur. Elle a entendu sa voix. À la fin de notre enquête, elle témoignera pour la première fois. Alors ça, c'est quelque chose que j'ai dit directement, qui m'avait fort frappé, parce que j'ai entendu et je trouvais que pour un gangster, il parlait très bien. Et je trouvais qu'il avait un accent français. Vous m'avez dit que vous aviez peut-être des images à me montrer. Je voudrais bien les voir. Vous l'entendrez, son témoignage est très interpellant. Originaires du nord de la France, de père marocain, les 2 frères apparaissent dans le dossier dès le début des tueries. Surprenant, la piste n'a jamais vraiment été explorée. Pourquoi? À 5 ans de la prescription, Investigation a décidé d'aller là où les enquêteurs n'ont pas voulu chercher. À quelques kilomètres de la frontière belge, la ville natale du poète Rimbaud. Serait-ce aussi la tanière des tueurs du Brabant? Pour savoir si la piste est crédible, on a rendez-vous avec plusieurs témoins. D'abord avec un ancien journaliste. Il reste anonyme car le dossier est sensible. Il nous met au parfum sur un de nos suspects. Un jeune délinquant au profil inquiétant, Thierry S. Il a commencé à braquer avec une bande de braqueurs aguerris. Lui, il n'avait que 17 ans. Et le chef, si on peut dire le chef de bande, des braqueurs qui lui à l'époque devait avoir une trentaine d'années, a expliqué à un inspecteur de police que quand il braquait avec eux, systématiquement, il lui donnait une arme non chargée. Il ne voulait pas. Qu'il ait une arme chargée, il savait que ça pouvait déraper à tout moment. Déjà à 17 ans, il ne voulait pas qu'il ait une arme chargée. C'est-à-dire que le profil du, qu'on dit fou furieux, ça commençait tôt. Pour cette histoire du Brabant, je ne vais pas en faire un coupage, j'en sais rien, mais si on cherchait quelqu'un qui peut avoir le profil, il l'avait. Ça, les polices et gendarmes vous le diront. Il avait le profil. Ça n'en fait pas forcément le coupable, mais il a le profil. 10 ans avant les tueries du Brabant, Thierry S a 17 ans. Il braque 5 agences bancaires en France. Parmi ses complices, plus âgés, il y a Luigi Le Corse, Pierrot et Gégé. Des petits truands, pas du grand banditisme. Ont-ils récidivé en Belgique avec le braqueur fou? Sont-ils les tueurs du Brabant? Notre deuxième témoin est un témoin clé. C'est l'ancien responsable de la police de la ville. À l'époque, les braqueurs se sont confiés à lui sur Thierry S. Ils étaient obligés de le canaliser, ils avaient peur. Dès l'instant, lui, il ne voulait que le PM, quoi.
Le pistolet mitrailleur. C'est mieux pour tirer en rafale, c'est plus efficace. Notre enquête sur l'ex-braqueur ne le surprend pas vraiment. Alors, les histoires du Brabant, je les connais, mais pas dans le détail, pour voir le mode de fonctionnement. Affirmer qu'il était capable de le faire, par rapport aux faits, je crois qu'il ne faut pas s'y aventurer. Moi, je ne m'y aventurerai pas, je n'ai pas assez d'éléments. Par contre, par son comportement et sa froideur par rapport au fait de tuer, il est capable de tout, donc ça ouvre la porte à toutes les interrogations. On va bientôt découvrir une autre facette du personnage. Un inspecteur de police nous fixe un rendez-vous discret, dans l'arrière-salle d'un café. Un jour, je l'ai récupéré dans une cabine publique où il était en transe parce que ça lui manquait, quoi. Hein. Donc non, c'était un drogué, dans le sens vraiment de drogué, drogue dure. Il nous informait, bon, je ne vais pas vous dire de quoi, mais effectivement, parce qu'il était en manque, hein, en fait. Il balançait, non pas qu'il soit exonéré des conneries qu'il faisait, mais ça lui permettait d'avoir ce qui lui manquait des fois. Plus tard, dans les années 90, Thierry S., l'ex-braqueur toxicomane, est accusé d'avoir tué 2 hommes. L'une des victimes est un restaurateur du Hainaut, Michel Pirot. Faute de preuves, Thierry S. est acquitté. Mais les armes, c'est certain, il adore ça. Son frère aîné Xavier, un brocanteur, encore plus. Il y avait ce trafic d'armes entre la Belgique et la France et il allait s'approvisionner, il les revendait. À son domicile, on avait retrouvé des armes dont il n'aurait pas dû avoir la détention, hein, puisque c'était des armes de première catégorie, des armes de guerre. Hein. Notamment, je me souviens d'un Colt 45 avec une crosse nacrée, etc. C'était ce genre de personnage qui essayait un petit peu de se faire oublier. Il n'était pas du tout exubérant, très poli, très maître de lui, tout l'inverse de son frère. Hein. Autant l'un était excité, énervé, incontrôlable, autant que son frère était calme. C'est vrai, hein, c'était pas du tout le même comportement. Indéfinissable. Il ne parlait pas, Xavier. Indéfinissable. Une muraille, Xavier. C'est lui qui dominait son frère? Ah non, je pense pas. Personne ne pouvait dominer Thierry. Après les banques, Thierry S., l'ex-braqueur grillé en France, va-t-il écumer les grandes surfaces en Belgique avec son frère Xavier, le fanat des armes? La piste paraît intéressante, mais il en faut plus pour qu'elle soit crédible. L'ancien policier Jean-Pierre Adam est à l'origine de notre enquête. Un pur ardennais qui ne lâche rien. Il traque les 2 frères depuis plus de 20 ans. C'est pas pour moi que je le fais. Hein. Vous savez, moi, le travail, il n'y a personne qui pourra me dire un jour que je n'ai pas fait mon travail. Hein. Ah non, 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 non. Et c'est pour les familles des victimes que je fais ça, parce que je suis persuadé que c'est la bonne piste. Persuadé d'avoir flairé la bonne piste, Jean-Pierre Adam nous emmène sur la route présumée des tueurs. Selon lui, la Nationale 5. Lorsqu'on regarde les faits, pratiquement tous les faits, ils se situent à gauche ou à droite de cette fameuse Nationale 5 que nous empruntons pour le moment. Quand on voit ça sur une carte, on se dit que c'est vraiment la route idéale pour venir taper de France vers la Belgique. Voici la randonnée mortelle des tueurs du Brabant. 3 enfants et 18 adultes abattus dans des grands magasins. Mais aussi un couple de bijoutiers, le concierge d'une usine de gilets pare-balles, plus 2 exécutions et 2 policiers tués durant leur fuite.
28 morts. Un carnage en 3 ans. Près de 40 ans plus tard, on retourne sur les lieux de la première attaque mortelle. L'armurerie se situe juste ici au coin. Ils sont arrivés de là, derrière, avec la fameuse Santana bleue. En 1982, il y avait ici l'armurerie de Caise, du nom de son propriétaire. À l'époque, les braqueurs sont d'une extrême violence. Ils tuent pour la première fois. Sous la couverture, un policier. Quand ils sont sortis, à peine sorti, lui, le pauvre Claude Houlotte, lui met une balle dans la tête. À l'intérieur, 2 clients et l'armurier ont été sauvagement agressés. Nous avons été jetés à terre et il y a un des agresseurs qui s'est agenouillé sous mon dos avec le fusil de chasse dans ma nuque en disant « Maintenant, tu vas crever ». Même s'il portait une perruque, le visage de son agresseur, de type arabe, lui est familier. Voici le portrait robot diffusé à l'époque. Retenez bien ce détail. Selon l'armurier, son agresseur était gêné dans sa course. Pour Jean-Pierre Adam, l'agresseur qui boite légèrement, c'est le fanat des armes, Xavier S. En fait, quelques 8 jours après l'attaque de l'armurerie de Caisse, 8 jours après, quelqu'un se présente à la gendarmerie de Hastières et sous l'anonymat, il va désigner le truand français comme étant l'auteur. Un procès verbal de la gendarmerie de Hastières le prouve. Un témoin anonyme a dénoncé Xavier S. car il ressemble au portrait robot. À l'époque, les gendarmes l'interrogent. Xavier S. dit qu'il connaît l'armurier. Mais pour le jour J, il aurait un alibi, un déjeuner chez ses parents. Surprenant, même si l'armurier identifie la photo du suspect, l'enquête ne va pas plus loin. On découvrira pourquoi plus tard. L'ancien policier nous emmène d'abord sur d'autres lieux des tueries pour prouver que la piste française tient la route. D'après plusieurs témoignages, ils sont sortis, 3 auteurs, des grands impairs, et ils avaient des masques de carnaval, et notamment un masque de Jacques Chirac, voilà, comme ceci. Sur un autre lieu des braquages, l'ancien policier nous raconte qu'une victime a vu un autre signe particulier du tueur. Une caissière a pu bien observer, disons, un des auteurs. Je pense même que c'est celui qui a tué le gérant. Quand il a réarmé son riot gun, elle l'a vu, son avant-bras gauche, elle a vu un tatouage. Thierry S. a aussi un tatouage sur l'avant-bras. De plus, quand il est arrêté en France pour désertion, en Belgique, les tueries s'arrêtent. Quelques mois après sa libération, ça recommence. Serait-ce de simples coïncidences ? À la dernière étape, Jean-Pierre Adam va révéler le mobile possible des tueries. Dans ce restaurant, en 1983, un concierge est torturé et exécuté. 6 balles en pleine tête. Cette victime-là jouait au poker. Ça s'est établi. Sa famille l'a dit. C'est un grand joueur. Il était passionné par le jeu et il allait jouer même parfois à Bruxelles. Quelques jours après le concierge, un taximan subit le même sort. Un joueur, lui aussi. Le mobile, c'était peut-être ça, c'était peut-être une dette de jeu. Thierry S. fréquentait le milieu. Oh bah, c'était connu qu'il adorait jouer aux cartes, il passait des fois des soirées, même ailleurs, où ça durait toute la nuit. Partie de poker, des nuits entières, ça c'est sûr. À l'époque des tueries du Brabant, dans les années 80, la Belgique a tremblé, presque vacillé. Une des thèses est celle du grand complot. Sur le terrain, ce seraient des professionnels, aguerris,
Aux commandes, des services secrets. Le mobile, installer l'extrême droite au pouvoir dans le pays situé au cœur de l'Europe, là où siège l'OTAN. Les tueurs, ne serait-ce finalement que de petits truands français attirés par l'appât du gain et le plaisir immédiat. À Charleville, quelqu'un connaît peut-être toute la vérité. Il s'appelle Patrick Verdun. Il est l'ami intime de Thierry Hess. Sur son site, il aime se mettre en scène. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Écoutez, j'espère de tout cœur que vous avez passé de bonnes vacances. Patrick Verdun, ce n'est pas un enfant de cœur. Proxénète, escroc, il fut soupçonné d'être le complice de Thierry Hess dans l'assassinat du restaurateur. La justice n'a pas pu le prouver. Je vous embrasse. À très bientôt, à très vite. Bisous, passez une bonne journée. Aujourd'hui, l'homme s'est réfugié dans un lieu perdu en pleine nature. Un endroit bucolique, un peu glauque aussi. Mégalo, narcissique, il nous accueille à bras ouverts. Les seules choses que je sais de Thierry, c'est les choses auxquelles j'ai participé. En participant avec lui, en commettant un délit avec lui, quel que soit le délit, avec lui, j'étais aussi mouillé que lui et c'était sa garantie. Patrick ne pourra pas parler, sinon on fera le voyage à deux. Voilà, c'était sa garantie, c'était comme ça qu'il était. Sa liberté, il ne la mettait jamais en jeu. J'étais pas au courant de ce qu'il faisait sans moi. S'il a fait des choses sans moi, je ne le sais pas. Fin des années 80, proxénètes, ils exploitent des bars ensemble. Mais avant... Et en 82, je le fréquentais pas trop. J'étais pas dans ces relations intimes. 85 non plus. On a flashé vraiment ensemble à partir de 88. Durant la période critique des tueries, Thierry Hess ne fréquente pas Patrick Verdun. Son ami le décrit comme un homme cultivé. Ses lectures sont variées. Il était abonné au TAM, donc Terre, Air, Mer, c'est un journal de l'armée. Donc l'armée, la gendarmerie, c'est l'armée. Donc tout ce qui pouvait sortir en matière d'écoute, à distance, tac, tout ça, il était parfaitement au courant de tout ça. Et Xavier, lui, de son côté, c'était un homme qui dormait pas la nuit. Et c'était un garçon qui aimait bien... il avait les lunettes infrarouges. Je peux vous dire qu'on connaissait à l'époque tous les plaques d'immatriculation et tous les véhicules de la police. Toutes les voitures banalisées, on les connaissait. On connaissait leur ronde, on savait à quelle heure ils passaient où. Voilà, ça, c'était Xavier. Les deux frères en connaissent un bout sur les méthodes policières. Et Thierry est particulièrement rusé. C'était l'un des seuls qui était capable de faire des choses sans se faire prendre. Contrairement aux bêtes de voyous qui parlent à tout le monde. Voilà. Les choses. Serait-ce les tueries du Brabant? Je le vois mal. Je le vois mal aller tuer des gens comme ça. Surtout en gang. Thierry, c'était un individuel, c'était pas un gars qui aimait bien se rassembler. Moins il y avait de monde, moins il y avait de risques. Donc, non, j'y crois pas. J'y crois pas. Thierry Hess ne serait pas le tireur fou du Brabant. Mais faut-il vraiment croire son ami? Notre enquête va faire un bond en avant grâce à une archive. En 2001, acquitté du meurtre du restaurateur, Thierry Hess donne une interview exclusive à la RTBF. Le voilà, 15 ans après les tueries du Brabant. Vous avez eu, dans votre vie, quelques problèmes, comme on dit, avec la justice. Oui. Vous avez passé un certain nombre de mois, d'années en prison? Une douzaine d'années, oui. Pour quel type de fait? Une condamnation de cour d'assises pour vol aggravé. Et puis quelques condamnations de correctionnel. Jamais de fait de violence sur des personnes? Aucune condamnation pour violence grave.
Aucune. Quelques broutilles de jeunes, quoi. La nuit, dans les cafés, à un certain âge, quoi. Mais vous n'avez jamais, dans votre vie, utilisé d'armes ou des choses de ce genre dans des conflits avec des personnes? Jamais. Jamais d'armes, non. On note sa pointe d'accent français. À l'entendre, on lui donnerait le bon Dieu sans confession. La suite de notre enquête dévoile sa face cachée. De retour à Charleville, nos témoins dressent un portrait alarmant de l'ex-braqueur. L'ancien commandant de police raconte une anecdote. Elle fait froid dans le dos. Un jour, Thierry m'a dit « Robert, je suis bien embêté. J'ai eu une demande de contrat sur ta tête. » Ça surprend. Sur le coup, vous êtes un peu liquéfié. Et connaissant le personnage, vous dites j'espère que ça ne se fera pas. Mais il avait été correct de me le raconter et de me dire les circonstances, mais qu'il avait préféré refuser parce qu'il estimait que je ne méritais pas ça. C'était un peu ses raccourcis. Et donc, j'ai quand même eu peur. Et quand je suis rentré à la maison, je l'ai dit à mon épouse. On avait encore un enfant assez jeune à cette époque. Et du coup, pendant 2 mois, pour le cas où il aurait changé d'avis ou que le contrat aurait été plus élevé, j'ai préféré dormir avec mon fusil de chasse à côté de moi. On disait de lui que, comme tueur à gages, qu'il n'était pas spécialement cher. C'est ce qu'il se disait. Mais oui, il suffisait de lui demander s'il y avait l'argent. Voilà. On avait eu écho d'un contrat qu'il avait honoré au sujet d'une personne qui avait été tuée, pas en France, mais au moins en Belgique. Mais nous, on n'avait pas été saisis, et puis on n'avait pas assez d'éléments en plus, même pour transmettre ces éléments à nos collègues belges. Thierry S., le présumé tueur à gages, serait-il passé entre les mailles du filet? Et pour les tueries du Brabant, serait-ce plausible aussi? Ah ouais, Thierry, oui. Ouais, Thierry, oui. C'est un fou, Thierry. C'est un fou. Et puis, pris par l'action, le machin, Thierry aurait été tout à fait capable, absolument. Ah oui. Et que penser du frère aîné, le suspect du braquage de l'armurerie? Tout, en tous les cas, dans son comportement, de sa façon de vivre, de paraître. Ou alors c'est un champion de la dissimulation, de tout ce que vous voulez. Je vois mal Xavier embarqué dans ce genre d'aventure. Pourtant, il y a le petit détail de l'armurier. Son agresseur boitait légèrement. Comme Xavier S. Xavier, oui. Il me semble bien que oui, Xavier boitait, oui. Oui, maintenant que vous me le dites, il me semble qu'il avait une légère claudication, oui. Il fallait le remarquer, mais il me semble bien maintenant que vous me le faites remarquer. Un boiteux, fanat des armes et un ex-braqueur de banque, tueur à gages présumé. La piste paraît de plus en plus sérieuse. Aujourd'hui, Xavier S. aurait 69 ans. Il y a environ 2 ans, il avait commencé à paniquer. J'avais accordé une interview TV Lux. Il y a eu des articles dans les journaux où on mettait carrément les noms. Donc, à mon avis, il a dû savoir qu'on était derrière lui à ce moment-là. C'est alors qu'il a éliminé toutes ses photos de son Facebook. Il a fait des attaques, on lui a fait une greffe, en finale une greffe d'un cœur qui n'a pas tenu, et il en est mort, quoi. Xavier est mort l'année dernière. Lui et son frère ne pourront jamais être interrogés. Thierry est décédé aussi, il y a 9 ans. Un cancer. Est-ce la fin de notre enquête? Peut-être pas. 2 hommes ont pu partager leurs secrets. Un des ex-braqueurs de banque, Pierrot. Et Momon, lui, c'est un champion de culturisme.
et un perceur de coffre-fort. Nous allons tenter de plonger dans le monde des ex-braqueurs. Un ancien agent des douanes va nous aider à les pister. Les relations profondes, je peux vous dire que il n'y en a pas un qui aurait parlé. Ils ne se voyaient pas tous les jours, vous ne les voyez pas dans un bar tous ensemble. Parce qu'ils n'aimaient pas trop non plus ça. Et puis bon, si vous voulez survivre un peu, il ne faut mieux pas se montrer. Parce qu'on avait déjà cette habitude des photos. Donc non, ils se fréquentaient, c'est sûr. Notamment sur le quartier de la Ronde Couture. Parce que là, bon, il y a un peu tout. Vous pouvez distribuer les stupes. Il y a une discrétion de par la population qui compose. Vous avez entre 10 et 15 000 habitants. Si vous allez là-bas, au bout de 30 secondes, on sait que vous n'êtes pas une voiture du quartier. Il y a toujours, comme on dit, une sonnette. Pour ne pas se faire repérer dans le quartier qu'il fréquente, nous partons à la recherche des ex-braqueurs en caméra cachée. On cible d'abord Momon, le champion de culturisme. Ici, on ne l'a pas oublié. Bonjour. Oui, si, ça me dit quelque chose. Une histoire ancienne, oui. Moi, j'ai déjà vu, je regardais des reportages de temps en temps sur lui. Oui, c'était un braqueur renommé, lui. Ah si, c'était un fou, lui. On ne retrouvera pas l'ancien braqueur. Devenu violeur et schizophrène, il a été interné. Notre dernière carte, c'est Pierrot, un des 3 braqueurs de banque. Aujourd'hui, l'ancien complice de Thierry S. s'est reconverti dans le social. Nous avons tenté de le joindre. En vain. Quelques jours plus tard, alors qu'on ne s'y attendait plus, voilà qu'il nous appelle. Oui, bonjour monsieur. Bonjour madame. En fin de compte, depuis 1980, je ne l'ai plus revu. Mais j'ai jamais plus rien fait avec Thierry. Bon, Thierry. Pierrot nous emmène-t-il en bateau? On a vérifié. 3 mois avant les tueries, lui et les 2 frères Xavier et Thierry S. font un coup ensemble, dans une grande surface en France. Un autre élément de la conversation nous interpelle. Thierry, c'était quelqu'un qui était... Le surnom qu'on lui donnait à l'époque, c'était Mille Buissons. Mille Buissons, c'était quelqu'un en France qui a fait beaucoup de meurtres, qui a fait beaucoup de choses comme ça, quoi. Ah oui. Le surnom de Thierry n'est peut-être pas anodin. Émile Buisson est un tristement célèbre braqueur français. Il a laissé derrière lui une trentaine de cadavres. Dans son gang, son frère aîné. Nos 2 frères, l'ex-braqueur de banque et présumé tueur à gages et le fanat des armes, ont-ils suivi leurs traces? Qui était-il vraiment? Dans ce document, avant son procès pour assassinat, Thierry S. dit à un psychiatre qu'il vivait en Belgique. C'était dans les années 80. Il était barman, en Wallonie, en Flandre aussi. Il ajoute « Vous aurez des blancs dans ma vie, car il y a des choses que je ne veux pas révéler. » Thierry S. serait donc en Belgique pendant les tueries, et il y a des choses qu'il ne veut pas révéler. Serait-ce les tueries du Brabant? Le frère aîné, lui, c'est son look qui interpelle. Il est apparu, pour Xavier notamment, un grand manteau noir, genre un peu configuration SS, quoi. Et puis bon, il avait une autre attitude quand il était comme ça. Bon, nous, on a eu l'occasion de le côtoyer professionnellement. Jamais de tranquille sur de lui, je vais dire. Mais un petit regard caché derrière ses lunettes à double foyer, bon, vous savez bien qu'il avait une arrière-pensée toujours. Comme Xavier S., les tueurs du Brabant portaient aussi des longs manteaux. Celui-ci, de grande taille, a été retrouvé dans un canal. Et les autres manteaux des tueurs?
appartenait-il aux deux frères? Plus on plonge dans leur passé, plus le profil de Xavier et Thierry S interpelle. Derrière le fameux masque de Chirac, serait-ce Xavier le boiteux avec son long manteau, lui le suspect de l'armurerie? Ou son frère Thierry, l'ex-braqueur de banque, le drogué tatoué, le présumé tueur à gages qui a des secrets? Les indices se multiplient. Pourquoi la piste n'a-t-elle pas été exploitée? Aujourd'hui, Jean-Pierre Adam poursuit son enquête, en France. Il est tombé sur les tueries du Brabant complètement par hasard. C'était fin des années 90, avec l'assassinat du restaurateur. Un restaurateur qui avait promis de faire des révélations dans l'affaire du trou. À l'époque, Jean-Pierre Adam enquêtait sur ce dossier. Finalement, la femme du restaurateur a avoué avoir commandité l'assassinat. Des problèmes de couple. On a appris que 2 suspects français avaient été arrêtés à Charleville dans le cadre de ce meurtre-là. Et c'est ainsi que j'étais amené à me rendre en France pour préparer les auditions de ces 2 suspects-là. Les 2 suspects, c'est Patrick Verdun et son ami Thierry S. C'est en enquêtant sur lui que Jean-Pierre Adam découvre le fameux PV de Hastière avec la dénonciation du frère aîné Xavier S. Depuis lors, il enquête, il alerte aussi. J'ai retransmis le tout au chef d'enquête de la cellule Brabant-Wallon, Lionel Ruth. J'attends toujours un retour. J'ai jamais eu le moindre retour. Là, personnellement, je trouve que c'est pas normal. Nous avons rendez-vous avec l'ancien chef d'enquête, Lionel Ruth. Bonjour, vous allez bien? Merci. Merci. Voilà. Bonjour. Je vous en prie, avancez et puis à gauche. Vous avez entendu? Alerté dès le début des années 2000, on veut savoir pourquoi il n'a pas creusé la piste française. Je me souviens avoir vu les phares de travail dans le dossier d'instruction de l'affaire de Caisse. Et manifestement, à l'époque, en tout cas, la BSR de Wavre n'avait pas jugé utile d'aller plus loin dans les investigations. S'il y avait eu des éléments véritablement importants, je suis convaincu que la BSR de Wavre ne serait pas passée à côté. À l'époque, les enquêteurs de Wavre ciblent 2 ex-gendarmes, Bouhouche et Beyer, 2 figures importantes de l'histoire criminelle du pays. La piste a débouché sur une impasse. Pourquoi ne pas rouvrir celle de Xavier S? Ça peut quand même être intéressant d'aller gratter, même si à un moment donné, on a clôturé ce dossier. Oui, mais là, on en vient à la priorité qui était donnée par rapport aux informations. Donc, c'est pas Lionel Ruth qui décidait de ce qu'on allait faire ou ne pas faire. On se demande si l'ancien chef d'enquête a vraiment lu le dossier de son collègue. Donc ça vous... Voilà, ça ne vous dit rien, non. Vous ne tiltez pas. Non. Pourtant, Jean-Pierre Adam revient encore plusieurs fois vers la cellule et vers vous en particulier parce que ça vous est adressé, quoi. Oui, mais c'est parce que c'est... Le dirigeant de Neuchâteau l'envoie à la cellule. Bon, il est possible, je l'ai certainement lu, hein, mais encore une fois, après, il faut savoir ce qu'on fait à l'époque. Peut-être que pour vous, vous n'avez pas suffisamment écouté Jean-Pierre Adam? C'est possible que le rapport de 2004 soit arrivé peut-être aussi dans une période où ce n'était pas dans la politique générale qui était menée. Parce que vous vous dites, en connaissant tout cela, moi, je repartirais sur cette piste-là, je serais parti sur cette piste-là si j'ai du potentiel disponible au niveau de mes enquêteurs, ouais, oui, je demanderais au moins qu'on aille réentendre ces gens-là. Mais c'est peut-être, et c'est là où je reviens au choix stratégique des enquêtes, c'est de savoir l'énergie qu'il faut dépenser par rapport aux résultats potentiels. Malgré ces nombreuses alertes, Jean-Pierre Adam n'a pas été suivi. À tort? Peut-être.
Aujourd'hui, les enquêteurs vont-ils enfin exploiter la piste française? Le parquet fédéral se refuse à tout commentaire. Ce qui suit pourrait le convaincre d'aller plus loin. C'est le moment crucial de notre enquête. Pour investigation, une femme va témoigner pour la première fois. Malgré sa peur, pour faire avancer l'enquête. Elle a vu le visage non masqué du tueur fou du Brabant. Je l'ai vu quand il est arrivé et qui m'a adressé la parole. Mais dès que vous avez un pistolet qui m'a mis sur l'estomac, là je me rends compte que j'ai eu peur et je n'ai plus regardé dans les yeux. Elle a vu son visage. Elle a aussi entendu sa voix. Pour un gangster, il parlait très bien. Je trouve qu'il parlait d'une façon déterminée et je trouvais qu'il avait un accent français. J'ai été très souvent appelée à regarder des photos. J'ai même été en prison pour essayer de reconnaître des voix de 5-6 personnes, mais je n'ai jamais reconnu la voix que j'avais écoutée. C'est le moment tant attendu. On lui présente la photo de notre suspect, Thierry S. Oui, voilà, c'est le type de visage, donc oui. Mais ce qui est bizarre, c'est que la gendarmerie m'a montré beaucoup de visages, beaucoup de profils, et je n'ai jamais été attirée par ces visages-là. C'est la première fois que vous voyez un portrait aussi ressemblant? Tout à fait, oui. Oui. C'est très impressionnant. Est-ce que je peux vous faire entendre sa voix aussi? Nous avions enregistré une interview qui date de 2001. 2001? Oui. Je suis déjà détenu, donc je m'en faisais pas trop, quoi. Une condamnation de cour d'assises pour vol aggravé. Vous avez eu... Oui, c'est sa façon de parler. C'est son accent. Il a l'air sûr de lui. Je m'excuse, mais quand on voit ça, ce serait même trop beau. Vol aggravé. Et puis quelques condamnations de correctionnel. Thierry S. Sa voix, son visage. Il ressemble au tireur fou du Brabant. Même si un témoignage n'est pas une preuve, cela nous interpelle. « 35 ans après les attaques sanglantes qui ont semé la terreur en Belgique, les tueurs du Brabant courent toujours. Les enquêteurs les ont traqués sans relâche dans toutes les directions. La première attaque mortelle à Wavre fut-elle le rendez-vous manqué? Je suis persuadé que si le travail avait été fait correctement avec une commission rogatoire internationale, avec une perquisition, sur base de tout ce qu'on avait, tout était là pour avoir un mandat. Mais à ce moment-là, on retrouvait certainement les armes ou une partie des armes de l'armurerie de Wavre et on évitait 27 morts. La piste ici, pour moi, c'est la bonne. Elle n'a pas été exploitée. Il est encore temps. Mais pourquoi est-ce qu'on n'en veut pas? Est-ce que c'est pour ne pas devoir reconnaître qu'on pouvait éviter tout ça? Que tout était là au départ? Je ne sais pas. Les deux frères ont-ils emporté un lourd secret dans leur tombe? À un psychiatre, Thierry S. a dit « J'aime être en Belgique parce que là on y est anonyme et ça me plaît d'être dans l'ombre. » Son frère Xavier lui a écrit ce message sur les réseaux sociaux. On ne peut pas revenir en arrière malheureusement, mais des fois ce serait mieux. Dommage pour certains et certaines. Serait-ce le remords d'un homme embarqué avec son frère dans une aventure macabre? Il reste 5 ans avant la prescription pour tenter de percer le mystère. Trouver une preuve. Identifier des complices. Ou fermer définitivement la porte de la piste française.